C'est un agriculteur qui va donner l'alerte. Le matin, en se rendant dans ses champs, il découvre le corps gisant. L'agriculteur va immédiatement prévenir la gendarmerie. On est arrivé vers 8h30, nous, sur les lieux, la section recherche. Nous nous trouvons au chemin des Caronnières, sur la commune de Montagna. Éric Blanchard, ancien gendarme section de recherche de Lyon. Nous avons découvert à cet endroit un véhicule stationné et nous découvrons un corps qui gît à environ 5 mètres du véhicule. C'est un jeune homme à environ 20 à 25 ans. Sur le corps de la victime, il y a 4 impacts de balles, une dans le thorax, 3 dans la tête. On constate également que la gorge est tranchée profondément jusqu'au niveau des cervicales. Il y a des traînées de sang qui vont de la voiture jusqu'au corps, donc ce qui laisse supposer que le corps pouvait avoir été transporté. Il a également été retrouvé une douille de 5,56, donc de petit calibre, 22 le RIF. Une seule douille a été retrouvée sur place. Au départ, on ne connaît pas la victime, mais quelqu'un qui est abattu comme ça peut être un règlement de compte. Charles Chavant, ancien gendarme section de recherche de Lyon. Je vous dirais que dans 90% des meurtres, c'est soit des règlements de compte, soit liés à l'argent, souvent, ou aux mœurs. On va naviguer dans ces choses-là, mais au départ, tant qu'on n'a pas fait l'environnement de la victime, on n'est pas dans la capacité de dire ce que c'est. Lorsqu'on a examiné les vêtements de la victime, on a trouvé dans son pantalon 3 fiches de paie au nom de Sébastien Faisan. En plus des 3 fiches de paie, on a trouvé un relevé de compte avec au dos une mention « Rendez-vous Chantal ». Ils ont désormais un nom, une adresse, une identité. On a été au domicile de Sébastien. Son frère vit dans le même appartement. Dans la matinée, j'ai reçu un appel. Les gendarmes m'ont dit au téléphone il faut que vous rentriez chez vous immédiatement, c'est grave. Donc j'ai quand même demandé qu'est-ce qui se passait. Ils n'ont pas voulu me répondre et donc ils m'ont dit vous rentrez tout de suite. Nicolas Faisan, frère de Sébastien. Dès que je suis arrivé, moi j'ai juste vu qu'ils avaient retourné l'appartement dans tous les sens pour fouiller. Voilà. Ils m'ont tout de suite embarqué pour faire une audition. Je me souviens qu'à un moment, ils m'ont montré une photo de mon frère décédé. Et on a commencé à entendre sur la personnalité de son frère, sur ses habitudes, sur son travail. Il avait une passion dans la mode, donc il avait fait ses études de S-Mode à Lille et poursuivait là en travaillant sur Lyon quelques études via le CNED par correspondance dans le domaine de la mode. Il était étudiant, mais pour payer ses études aussi, il exerçait un métier qu'il n'osait pas trop parler puisqu'il travaillait dans un sex shop, surtout le soir et autres, pour pouvoir justement se faire un peu d'argent. C'est un moyen comme un autre, il n'y a pas de... Enfin, surtout pas de métier honteux, en tout cas pas celui-ci, mais il ne voulait pas le dire à ses proches. Jacques Dufour, avocat de la famille Faisan. Il me disait qu'il travaillait dans une entreprise de transport la nuit et qu'il faisait la comptabilité et la gestion de l'entreprise de transport. Des autres investigations ont été faites au niveau de l'entourage de Sébastien, dans les bars, dans ses fréquentations, qui nous ont confirmé également qu'il avait souvent des rendez-vous, échangistes, etc. Donc nous nous sommes rendus également au sex shop afin d'essayer de trouver des éléments là-bas. Et nous avons pu découvrir qu'il avait acheté donc peu de temps avant dans son sex shop des cassettes vidéo, des objets sexuels et des menottes aussi. Notre enquête s'est dirigée là-dessus. On a pu remonter comme quoi Sébastien aimait bien ses rendez-vous coquins et trouver un petit peu des couples ou autres. Voilà. Alors, on est à l'époque du Minitel rose. On est en pleine explosion de ce phénomène. Il y a d'ailleurs des publicités à l'époque, les 3615, ULA et autres. Alain Jourdan,
ancien journaliste au Progrès de Lyon. Et donc, il y a un public pour ça. Et c'est un jeune garçon qui est décrit d'ailleurs par son frère, son entourage, comme un garçon très, très gentil, très serviable, très, très posé, mais bon, qui avait cette curiosité, cette animation à ce moment-là, cet intérêt pour ce milieu échangiste. Donc, il fréquente donc des sites donc sur le Minitel. Les enquêteurs vont essayer de retrouver les auteurs du crime en fouillant les contacts du Minitel Rose et les coups de téléphone qu'il a pu recevoir. La veille de l'homicide, Sébastien s'était absenté dans la soirée et dans la nuit, donc 3h29 du matin, le téléphone sonne. Et c'est Nicolas qui va décrocher. Et au bout du fil, c'est une prénommée Chantal qui dit qu'elle avait rendez-vous avec Sébastien et il n'est pas venu au rendez-vous. Sébastien est remonté peu de temps après le coup de téléphone. Et Nicolas lui a dit « Tiens, tu as eu un coup de téléphone ?» Et Sébastien lui a dit « Oui, j'ai raté un rendez-vous coquin. » Le lendemain matin, Chantal appelle de nouveau et cette fois-ci tombe sur Sébastien et lui propose de remettre en place le même plan qui avait été prévu initialement, c'est-à-dire de se retrouver le soir vers 1h du matin au parking de l'autoroute sortie sud de Bourg-en-Bresse. Et Sébastien donc est effectivement est excité à l'idée d'avoir ce rendez-vous et cette expérience sexuelle, parce qu'il y a un côté chez ce garçon de recherche, de découverte et d'expérience. Et visiblement, ça suscitait chez lui et de la curiosité et de l'attrait et une envie de vivre une situation interdite, entre guillemets. Qui est cette Chantal avec laquelle Sébastien avait rendez-vous? Les pratiques libertines du jeune homme l'auraient-il amené à fréquenter des personnes dangereuses? Les gendarmes vont orienter leur enquête dans cette direction. On s'oriente vraiment vers une rencontre sexuelle qui a mal tourné. On est en 1995, les portables n'existent encore pas. À l'époque, on ne peut remonter en fait que les numéros qui ont émis. Alors à cette époque-là, c'était très compliqué de les avoir, mais France Télécom a réussi à nous remonter ces appels-là et nous ont permis d'établir effectivement que ce que nous disait Nicolas, qu'il y avait bien eu un appel pendant la nuit et également le matin. 2 appels téléphoniques qui venaient du même numéro de téléphone, un numéro de téléphone fixe qu'on a identifié bien sûr assez rapidement, qui correspondait à Madame Danielle Doyonard. Ça ne correspondait pas à Chantal, mais une Danielle Doyonard. Donc, ce qui permet déjà de dire que peut-être que la personne qui a contacté Sébastien a donné un faux prénom. Après, il a fallu bien sûr travailler assez rapidement sur l'environnement de cette personne. On s'est aperçu que c'était une dame qui était veuve depuis juin 1994. Elle avait perdu son mari dans un accident de la circulation. Elle avait 3 enfants. Une vie a priori sans histoire. Bon, sauf qu'on s'est aperçu assez rapidement qu'elle vivait avec une nouvelle personne, un nouvel homme qui s'appelait Patrick Sarrazin. Il se présente comme quelqu'un de très sportif, qui pratique et maîtrise les arts martiaux. Luc Robert, avocat de Patrick Sarrazin. Il a un côté un peu exagéré dans ses propos et sur sa pratique et sur ce qu'il fait. Et il a ce côté beau parleur. Près de Danielle Doyonard, je pense que ça lui plaît beaucoup. Danielle Doyonard et Patrick Sarrazin, un couple qui vit du RMI. Ce couple va être placé donc sous surveillance très rapidement, avec des filatures et également une mise sous écoute de leur téléphone. Tout de suite, sur les écoutes téléphoniques, on s'aperçoit que ce couple fait de l'échangisme, puisqu'il contacte différents couples. On voit qu'on se dirige vers un couple qui pouvait donc être en contact et qui a pu être en contact avec Sébastien le jour de sa mort. On semblait visiblement dans la très, très bonne voie. C'est-à-dire qu'on avait une victime qui pratiquait l'échangisme et un couple qui visiblement pratiquait l'échangisme.
Le 26 octobre 1995, le couple est arrêté. Alors, les gendarmes prennent quelques précautions, puisqu'à ce moment-là, ils ignorent la dangerosité de Patrick Sarrazin. Vu la scène qu'on a trouvée sur place quand on a découvert Sébastien, pouvait laisser supposer qu'il pouvait mal réagir, en fait. Et on voulait surtout pas que les enfants soient pris en otage. C'est pour ça que les enfants, on les a laissés partir à l'école et que nous sommes intervenus qu'après. Et donc à 8h30, on débarque chez ce couple et bien sûr on les informe de leur placement garde à vue et on attaque nos investigations en effectuant une perquisition comme on le fait souvent dans ce genre d'affaires. On a perquisitionné toutes les pièces de la maison et on a découvert des choses quand même très intéressantes, à savoir un pistolet de marque Beretta, calibre 5,56. On retrouve un grand nombre de cartouches de calibre 5,56. Il est découvert également un couteau genre poignard avec ce qui semble être du sang. On trouve également une paire de menottes avec des traces, semble-t-il, des traces rouges qui peuvent être du sang également dessus. Puis les gendarmes vont aussi retrouver ce qu'ils avaient dérobé dans la voiture de Sébastien, c'est-à-dire des cassettes pornographiques et puis un lecteur vidéo. La perquisition nous a permis de découvrir des éléments. Si on était intervenu 15 jours plus tard, peut-être qu'il se serait débarrassé de l'arme, peut-être qu'il se serait débarrassé de tous les éléments qu'il avait entreposés chez lui. Alors que là, on a pu découvrir tous les éléments. À la fin de la perquisition, ils sont séparés, donc ils ne partent pas dans le même véhicule déjà pour ne pas se parler. On emmène en garde à vue Daniel Doyonna et Patrick Sarrazin à la brigade recherche de Bourg-en-Bresse, où ils sont entendus séparément, bien entendu, tout au long de cette garde à vue. Le couple est donc séparé et invité à faire des aveux, puisque les gendarmes ont suffisamment d'éléments. Daniel Doyonna va être la première à craquer, à tout avouer. Parce qu'elle a compris assez rapidement que la partie était perdue et qu'il fallait maintenant trouver un moyen de défense. Et le meilleur moyen de défense, c'était de dire « je suis une pauvre victime, j'étais sous la soumission de Patrick Sarrazin, il m'a imposé des choses ». Elle dit que c'est Sarrazin qui a organisé cela, qu'il voulait attirer quelqu'un pour lui voler sa carte bleue et prendre de l'argent parce qu'apparemment ils étaient en difficulté financière. Patrick Sarrazin également ne résistera pas très longtemps, il passera assez rapidement à des aveux en donnant des détails circonstanciés. On est un peu stupéfait même qu'il parle ouvertement, il n'a pas l'air d'avoir de remords de ce qui s'est passé. Par moments, on se demande s'il joue un rôle ou s'il joue quelque chose, mais non, c'est sa nature, en fait. Pervers, en plus. C'est un pervers, je dirais un pervers narcissique, même. Il a confirmé rapidement que rendez-vous était fixé avec Sébastien Faisan, via Madame Doyonna qui se faisait prénommer Chantal sur ce rendez-vous-là. Ça s'est passé par Minitel. Après, au téléphone, il y a eu un premier rendez-vous de manqué. Et donc, rapidement, elle est chargée, entre guillemets, de reprendre rendez-vous avec Sébastien pour avoir ce rendez-vous, enfin, cet échange sexuel, entre guillemets. Donc, ça se fera le lendemain. Sarrazin et Doyonna attendaient à la sortie du péage de Bourg-en-Bresse. Sarrazin avait découvert un peu plus loin un chemin de terre où ils allaient être tranquilles en fait pour faire leurs ébats. Évidemment, on peut voir un manque de prudence, mais cet endroit qui est d'ailleurs aujourd'hui encore un endroit connu pour être un rendez-vous échangiste, ça se fait souvent à la discrétion dans des endroits sombres. Donc il n'avait pas de raison d'être surpris et forcément de s'attendre à un piège, puisque ça faisait partie du décorum de ces rendez-vous interdits. Donc je pense qu'il a naturellement suivi le couple.
Patrick Sarrazin va proposer donc à Sébastien de se laisser entraver, sans doute pour un exercice sexuel. Et là, ça part en vrille, visiblement. Sarrazin nous explique qu'il se met en colère parce que Sébastien aurait eu des gestes un peu violents à l'égard de sa femme, entre guillemets. Il va chercher une arme qu'il avait comme par hasard dans le coffre de sa voiture. Patrick Sarrazin va le braquer sur la tempe de Sébastien pour lui soutirer le code de sa carte bleue. Bien sûr, il lui donne la carte bleue, il donne un code. Sébastien le supplie de ne pas le tuer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il voit qu'il tombe dans un piège sordide. Lorsqu'il a donné son numéro, très rapidement, il lui tire une balle dans la tête. Et ensuite, il va lui tirer une deuxième balle dans la tempe côté droit. Ensuite, une troisième balle va être tirée dans le front de Sébastien. Et pour finir, il va lui tirer une quatrième balle au niveau du cœur. Je me souviens très bien de quand il a expliqué qu'il avait tiré sur Sébastien. Éric Blanchard, ancien gendarme section de recherche de Lyon. Il pensait qu'il ne l'avait pas tué encore parce qu'il avait des râlements. Et il nous dit ça tout simplement, qu'il va récupérer un couteau dans sa voiture et qu'il l'achève en lui tranchant la gorge. Après cette exécution abominable, on a la suite qui l'est encore plus. C'est-à-dire que Daniel Doyonna et Patrick Sarrazin vont aller récupérer les objets qui sont dans la voiture de Sébastien Faisan, en l'occurrence des cassettes vidéo pornographiques et puis des jouets sexuels. Donc ils vont prendre ce butin. Ils vont également récupérer la maigre somme qu'ils vont retrouver dans le portefeuille de Sébastien Faisan, c'est-à-dire 100 francs. Voilà. Donc ça vous donne aussi voilà, le butin de ce crime abominable, 100 francs, des cassettes porno et des accessoires sexuels. On a pu déterminer que la carte bleue de Sébastien avait été utilisée après sa mort dans divers distributeurs. On savait déjà que c'était forcément le ou les assassins qui avaient commis ces tentatives de retrait. Mais bon, le retrait n'a pas fonctionné. Au bout de 3 tentatives, 3 faux codes, la carte bancaire a été avalée. Et après leur forfait, ils vont rentrer chez eux. Et puis, on va découvrir, avec les témoignages et leurs confidences, qu'en fait, ils n'ont rien trouvé de mieux que de visionner au moins une partie des cassettes vidéo pornographiques qu'ils avaient dérobées, qu'ils avaient fait l'amour et s'étaient endormis, comme si de rien ne s'était passé. Le lendemain, où ils reçoivent un couple échangiste comme eux, et où Daniel prépare des gâteaux, on les accueille de manière très conviviale, hein, d'ailleurs c'est un peu le but, mais il n'y a rien qui transpire. Ces gens disent non, mais nous, quand ils seront entendus, mais on était à des années-lumière de croire à une telle chose. Ils étaient affables, gentils, accueillants, voilà. Bon, ça dénote une certaine idée de la valeur de la vie humaine. Au cours de leurs auditions, le couple va livrer les mobiles, et notamment Patrick Sarrazin. Et le mobile, il est terrible, puisqu'en réalité, le couple a besoin d'argent, et c'est l'appât du gain. Et le gain, ce soir-là, je rappelle, c'est 100 francs et des cassettes porno. La rencontre sexuelle, c'était un prétexte pour rencontrer quelqu'un pour le voler. C'est quand même très sordide de piéger quelqu'un, de le trucider en espérant
hypothétiquement récupérer de l'argent alors qu'il tombe sur un jeune qui a 6 ans. Comment être sûr qu'il vienne avec la fortune dans sa poche? Sarrazin nous a également évoqué qu'il voulait recommencer à commettre un nouveau meurtre pour voler une carte bleue, essayer de soutirer de l'argent. Il en aurait été dissuadé par Daniel qui lui aurait dit non, que ça suffisait, qu'il fallait pas recommencer. Mais bon, il avait ce but-là, en fait, Sarrazin. Ça l'avait pas échaudé, il était prêt à recommencer. Très rapidement, durant la garde à vue, Daniel Doyonna va se décharger sur Patrick Sarrazin. C'est-à-dire qu'elle reconnaît les faits, mais elle explique quand même avoir été sous la domination de cet homme qui avait pris le contrôle de son foyer. Elle ne pouvait pas ne pas être au courant de ce qui se passait, puisque c'était la première fois quand même qu'il se rendait à un rendez-vous galant, entre guillemets, armé, avec des menottes et avec un poignard. Et lorsqu'elle a vu Patrick Sarrazin emmener Sébastien Faisan à l'arrière de la voiture avec une arme sur la tempe, et qu'elle a entendu, même avec un silencieux, d'ailleurs elle l'a dit, qu'elle a entendu les détonations, elle a parfaitement compris ce qui se passait. Alors est-ce qu'elle en avait peur? Je pense un peu quand même. Mais elle était quand même active, elle n'a pas essayé de l'empêcher de faire ce qu'il a fait. On peut établir que c'était prémédité, dans le fait où on vient pas avec une arme, 2 armes même, avec une arme de poing et un poignard dans la voiture comme ça. Mon frère, il est tombé dans un traquenard, c'est sûr, avec des fous furieux. Après, c'est pas lui particulièrement qui était visé. Et je pense qu'ils auraient pris n'importe qui, pas de bol, c'est tombé sur lui, quoi. Mais ils auraient pris le premier, parce que je suppose qu'ils ont essayé de contacter tout un tas de personnes et que le premier qui est arrivé dans le rendez-vous, ils auraient fait la même chose. C'était prémédité, et tout, ils l'ont tué pour moins de 100 balles, quoi. Alors que le couple criminel est derrière les barreaux, les enquêteurs se penchent sur son passé et s'interrogent sur les circonstances de la mort de Gilles Doyonas, le mari de Daniel, 1 an plus tôt. Durant l'instruction, les enquêteurs vont apprendre que Gilles Doyonas, le mari de Daniel, est décédé environ 1 an plus tôt, au mois de juin 1994. Jacques Dufour, avocat de la famille Faisan. Et à l'époque, c'était un accident qui avait surpris. Les gendarmes vont donc s'intéresser à la vie de Gilles Doyonna, donc le mari disparu. Alain Jourdan, ancien journaliste au Progrès de Lyon. Gilles Doyonna, c'était un besogneux qui avait monté son entreprise de réparation de véhicules. Il avait un atelier, il passait beaucoup de temps dans son atelier. Pendant ce temps-là, elle est femme au foyer. Le village où elle habite, c'est véritablement un peu reculé et loin de toute activité ou attraction. Et c'est vrai qu'elle va commencer à consulter la messagerie rose à l'époque qu'on appelait sur Minitel. Elle aurait eu plusieurs amants successifs. Il y a une rencontre qui va durer, c'est la rencontre avec Patrick Sarrazin qu'elle va en fait rencontrer par le biais du Minitel et d'un site de rencontre. Elle est à la recherche d'un homme avec qui elle peut avoir un coup de foudre. Elle en a essayé un certain nombre et Sarrazin, coup de foudre. Jean-Paul Galéa, expert psychiatre. Lui cherche une femme qui soit une compagne maman, et elle cherche un homme rigolo qui lui fait vivre des aventures, etc. Quoi de mieux? Ils se mettent ensemble, et à partir de là, ils vivent, de mon point de vue, dans un monde presque irréel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas délirants, mais ils vivent dans un monde irréel, comme si les lois n'existaient pas. Gilles Doyonna va également mener sa propre vie. Il a compris que sa femme avait un amant. Alors, bien, il va aller se réconforter dans les bras de la nounou. Il va se réconforter aussi dans les bras de la sœur de la nounou, qui est
qui a à peine 17 ans. Donc ça donne un environnement quand même assez particulier. La nounou servait aussi à surveiller les faits et gestes de l'épouse de Gilles. Hein. Et elle écrivait des comptes rendus à Gilles de ce que faisait sa femme. En fait. Patrick Sarrazin était déjà l'amant de Daniel d'Oyonnax avant le décès de son mari. Charles Chavant, ancien gendarme, section de recherche de Lyon. Donc, connaissant la personnalité de Sarrazin, voyant de quoi il était capable, on s'est dit, bon, on va peut-être plonger dans ce dossier, regarder ce qu'il y a d'anormal, etc. On avait discuté, bien sûr, avec les gendarmes locaux, particulièrement avec un des gendarmes qui avait constaté l'accident. Ce gendarme nous avait attiré notre attention en disant, à l'époque, cet accident, moi, je le sentais pas du tout. Les circonstances étaient totalement bizarres. On avait retrouvé la voiture dans un ravin. La victime était sur la place passager. Pas de traces de freinage au sol non plus. Malgré cela, aucune autopsie n'a été ordonnée par le parquet. Donc de ce fait-là, d'Oyonnax a été enterré quelques jours après. Éric Blanchard, ancien gendarme section de recherche de Lyon. On voit avec le procureur de la République, on demande à faire exhumer le cadavre de Gilles d'Oyonnax, et une autopsie du cadavre est effectuée, et, aux surprises, dans le crâne de la victime, Gilles d'Oyonnax, il y a une balle de 22 longs rifles. Donc, d'accident, on passe à un homicide volontaire. Donc, on décide, en accord avec les magistrats, d'extraire 2 maisons d'arrêt, Patrick Sarrazin et Daniel d'Oyonnax, pour les mettre en garde à vue dans le cadre du meurtre de Gilles d'Oyonnax. Les gendarmes vont être stupéfaits d'entendre pendant leurs auditions Daniel d'Oyonnax expliquer qu'en fait son mari il a été assassiné par son amant. Alors bien sûr, c'est là où aussi on va tomber un peu dénu. Quand on va entendre Patrick Sarrazin, c'est que oui, il va confirmer qu'ils l'ont bien tué, il va nous expliquer les circonstances pourquoi ils l'ont tué. Alors là, ça devient surréaliste, hein, je vous avoue. Même moi, j'y croyais pas du tout. Je croyais qu'il nous menait un peu en bateau, d'ailleurs. Enfin, il se fait des films, quoi. Parce que là, on l'arrêtait plus de parler. Tout commence d'abord par un empoisonnement, puisque l'épouse de Gilles d'Oyonnax va lui proposer un whisky qui va en fait contenir un puissant somnifère. Gilles d'Oyonnax va sombrer dans un sommeil profond, et c'est là que Patrick Sarrazin, lui, va rentrer en action très rapidement. Il prend un coussin, il met le coussin sur la tête comme dans les films, comme dans ce qu'il a vu, comme dans les articles. Un coup de pistolet, il nous précise dans l'oreille. Pourquoi dans l'oreille? Je lui demande pourquoi dans l'oreille. Il dit, comme ça, il n'y a pas de trace de sang et ça se verra pas pour la suite. Voilà. Mais comme ça, froidement. Et il avait une sorte de jubilation à nous expliquer ça. Et là, on ne pouvait plus l'arrêter. Le scénario, c'est de le mettre dans la voiture, simuler l'accident. Il le rhabille. Un petit détail qui m'explique. Je me suis mis derrière ses chaussures pour que les lacets soient dans le bon sens. Pour que le nœud, vous ne puissiez pas constater que le nœud était dans le mauvais sens. Vous avez vu ça? Mais je crois que j'ai vu ça. Je sais plus si c'est Colombo ou je crois l'assassin, il faisait comme ça, il se mettait à l'arrière de. Mais il nous explique ça froidement. Ensuite, ils ont nettoyé correctement les blessures et le corps pour qu'il n'y ait pas de traces de sang qui puisse apparaître. Daniel a fait le ménage dans la chambre. Une fois le corps chargé à l'arrière du véhicule, Patrick Sarrazin va prendre la direction du Berthian, qui est un col à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse.
Arrivé au Berthian, il suit son scénario. Il va positionner Gilles d'Oyonnax côté passager, un peu accroupi, et puis il va lancer la voiture dans le précipice qui est là. Et c'est là que sera découvert, quelques heures plus tard, le véhicule et le corps de Gilles d'Oyonnax. Malgré ces aveux, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. En continuant leurs interrogatoires, ils apprennent qu'avant de réaliser leur coup, les amants avaient déjà tenté d'assassiner le mari dans des circonstances rocambolesques. Ce qui est assez surprenant, c'est que la première tentative a eu lieu 1 mois et demi après seulement la rencontre de Sarrazin et de d'Oyonnax. Donc c'est une décision qui est prise très rapidement de tenter d'éliminer Gilles d'Oyonnax. Alors le motif qui a été évoqué, c'est parce qu'il aurait été violent avec son épouse. Ce qui va énerver Patrick et donc du coup le pousser à commettre l'irréparable, puisqu'il va tuer Gilles, et pour lui il n'a tué qu'un salopard, c'est dire, il dit j'ai tué un salaud, parce qu'il tient compte de ce que lui a dit Daniel. Je soupçonne même Daniel d'Oyonnax vraiment de... Elle disait je veux plus le voir, je ne peux plus le sentir, j'aimerais bien qu'il ait un accident. Elle lui dit ça à Patrick Sarrazin avant les faits. J'aimerais bien je serais heureux s'il avait un accident. Après, Daniel, elle a peut-être aussi d'autres buts. C'est aussi de toucher l'assurance vie de son mari, puisqu'il y a une assurance vie d'un peu plus de 100 000 francs à l'époque, qu'elle sera bien contente d'obtenir et qui vont d'ailleurs dilapider rapidement, d'où le fait de vouloir soutirer une carte bleue à quelqu'un pour lui prendre de l'argent, parce qu'ils sont à court d'argent après. Vraiment l'impression d'avoir affaire au pied nickelé, puisque la première fois, alors à chaque fois le scénario est le même, puisque l'épouse prépare un whisky pour son mari dans lequel elle met du Tranxène pour l'endormir. Ensuite, on sort Sarrazin de sa cachette. Alors, à chaque fois, il lui assène un coup de barre de fer sur le visage pour l'emmener en voiture pour tenter de basculer le véhicule dans le vide. Cette fois-là, la voiture est restée coincée sur le bord de la route. Et en fait, Gilles d'Oyonnax s'est réveillé et a donné l'alerte. Il va rentrer chez lui comme si rien n'était, en fait. Ça, c'est la première tentative. La deuxième tentative, c'est de dire je suis caché à l'extérieur, j'attends, elle lui ouvre la porte et en fait il fait semblant de pénétrer dans la maison comme par effraction, mais d'être un voyou qui veut s'en prendre à leur argent. Il menace le couple, il va les faire monter dans la voiture. Gilles va se réveiller plus ou moins, donc Sarrazin va essayer encore de lui donner des coups, mais il arrive à s'échapper. Et puis, lorsque son épouse va revenir 2 jours ou 3 jours plus tard, elle va lui expliquer benoîtement qu'il a été séquestré, mais qu'il n'a pas été violent avec elle. Elle va monter son petit cinéma pour appuyer cette thèse-là, et Gilles acquiesce et ne dira rien. Finalement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et la vie continue, la vie redémarre une nouvelle fois. Et puis il y a une troisième tentative, où là, c'est rocambolesque. Là, il va aller au travail de Gilles et va à une distance qui est estimée, autour de 80 mètres. Il va tirer en direction de Gilles quand il le voit. Et par chance, à ce moment-là, Gilles se serait blessé pour une raison qu'on ne connaît pas et aurait donc de ce fait évité de prendre la balle. Je pense que d'Oyonnax s'en est même pas aperçu. 2 choses vont intriguer les gendarmes. Luc Robert,
avocat de Patrick Sarrazin. D'abord, c'est le manque de réactivité de Gilles d'Oyonnax, qui finalement fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat, mais ne dépose jamais plainte. Ça fait partie des mystères de cette affaire. Le fait qu'il ait jamais déposé plainte en gendarmerie, ni même parlé de quoi que ce soit à quiconque, au cours de l'instruction, on n'a jamais compris et on n'a jamais eu aucun élément qui nous permettait de comprendre pour quel motif, alors que lui-même est frappé, agressé, enlevé. Rien de rien du tout. Pourquoi est-ce que cet homme retourne 4 fois vers des potentiels assassins, se sépare pas de sa femme, alors qu'il sait qu'elle fait partie du complot qui veut l'assassiner? Mystère. Comment un homme peut être à ce point aveugle, alors qu'il est quand même passé très près de la mort à au moins 2 reprises. Et puis, l'autre chose qui va intriguer les gendarmes, c'est l'imagination de Patrick Sarrazin, parce qu'on a l'impression d'être dans un film. Où est-ce qu'il tire ses idées, puisque tout semble assez millimétré, il a le souci du détail. En poussant un peu Sarrazin dans ses auditions, il nous a parlé qu'en fait, toutes ces tentatives, tout ce qu'il avait commis, il les avait lues dans des livres de Pierre Bellemare ou dans des articles de presse. Nous, on a fait un rapprochement du fait qu'il y a eu cet homicide sur Sébastien. Autrement, s'ils n'avaient jamais commis un autre meurtre, on n'aurait jamais remonté le meurtre de Gilles d'Oyonnax. C'est une relation assez toxique. Ils étaient soumis l'un à l'autre. Il y avait une forme d'emprise de l'un sur l'autre. Il n'y avait pas l'un qui faisait tout et qui imposait tout à l'autre. On se dit qu'on a affaire finalement à un couple sanguinaire, un couple diabolique, puisque 1 an plus tôt, on tue le mari dans des circonstances épouvantables, et puis 1 an plus tard, dans des circonstances tout autant, si ce n'est plus épouvantables, c'est le pauvre Sébastien qui va être à son tour exécuté. Donc là, les gendarmes, les enquêteurs sont dans la sidération. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Leurs aveux enregistrés par les gendarmes, les 2 amants vont être très vite présentés à un juge qui va les inculper et les déférer jusqu'à leur procès. Au cours des premiers mois de détention, le fossé va se creuser entre les 2 amants parce que Patrick Sarrazin va écrire presque tous les jours à Danielle d'Oyonnax en lui criant son amour, en lui disant que tout ce qu'il a fait, c'était pour elle. Elle, en revanche, va mettre de la distance, et de plus en plus de distance entre elle et lui, et il va le vivre très mal. Sarrazin était fou d'elle. Quand je l'ai vu à ce moment-là, il était désespéré. Il se considérait trahi, abandonné, et il ne comprenait pas pourquoi. Mon client ne supporte pas que Danielle d'Oyonnax, à chaque confrontation, parce qu'on en a régulièrement, ne le regarde pas, ne lui parle pas, ne répond pas, et surtout qu'elle passe son temps à le mettre en accusation, lui seulement, et qu'elle se défausse de toute responsabilité sur lui. Elle a participé de manière active. C'était elle qui était souvent, à mon avis, au début de l'action. Nicolas Faisan, frère de Sébastien. Ma conviction est que c'est elle qui a induit à Sarrazin l'idée que son mari était de trop. Un procès sulfureux devant les assises de l'Ain a commencé ce lundi. Une femme et son amant comparaissent pour un double assassinat. Comme les 2 amants ont tout avoué pendant leur garde à vue et les auditions qui ont suivi,
le déroulement du procès est finalement assez simple. Très vite, on voit ce qui sera un peu la ligne de ce procès, se séparer, les deux amants, se rejeter une responsabilité. La défense de Patrick Sarrazin, ça a été la vérité. C'est de dire qu'à un moment donné, en ce qui concerne Gilles d'Oyonnax, il s'est cru investi d'une mission. Celle du justicier, même si c'était contesté par Daniel d'Oyonnax, comme quoi c'était un odieux personnage qui l'abattait, que ça avait pu avoir dans son mécanisme psychologique, parce qu'il se présente parfois un peu sous des angles inventés ou un peu romancés, ça a pu dans son fonctionnement psychologique jouer là-dessus. Daniel d'Oyonnax se présentait un peu comme une victime. Elle était éperdument amoureuse de Sarrazin. Quand elle s'exprimait, elle expliquait qu'elle était sous la coupe, sous l'emprise de Patrick Sarrazin et que, d'une certaine façon, elle était un peu contrainte de le suivre. Je pense qu'elle était absolument pas sous l'emprise. Je sais même pas si elle était influençable. Sarrazin, il dessinait le scénario, il disait voilà, on va faire comme ci, comme ça. Mais elle était libre de dire non, même quand c'était des idées saugrenues ou criminelles. Elle n'a jamais dit non. C'est elle qui est allée chercher le coussin pour pas réveiller les enfants quand il a mis une balle dans la tête à son mari. C'est elle qui a dit il faut pas réveiller les enfants. Donc, vous voyez, on peut pas dissocier dans les crimes le rôle de Daniel et de Sarrazin. Elle était complice. Par rapport aux faits, on n'a rien appris. Par rapport aux individus, ce qui a surpris, c'est une forme de détachement que l'un comme l'autre pouvait avoir par rapport à ces faits. Patrick Sarrazin, quand on l'interrogeait sur ce qui lui était reproché, qu'il s'agisse de la mort de Gilles d'Oyonnax ou de celle de Sébastien Faisan, parlait avec un détachement assez étonnant, assez surprenant. Il donnait beaucoup de détails et sans affect. C'est le sentiment qu'on a eu. Une des choses qui est remarquable dans ce dossier, c'est que les deux n'ont aucune culpabilité pour les faits qui se sont déroulés. Même pas des regrets, rien. Comme si c'était quelque chose qui était hors de la réalité. Durant le procès, il y aura des moments très difficiles, notamment lorsque sera évoqué l'assassinat de Sébastien Faisan. Son frère Nicolas va venir à la barre pour témoigner et on voit à ce moment-là toute la détresse des proches de ce jeune garçon qui finalement était au début de sa vie, sans doute voulu découvrir, entrouvrir une porte et cette curiosité lui aura été fatale. Et tous décrivent un gentil garçon qui avait toute la vie devant lui. C'est sans doute la dimension la plus triste de cette affaire. Et s'agissant d'un amant qui est malheureusement aujourd'hui décédé, je me souviens que lorsqu'elle avait été entendue, lorsqu'elle avait témoigné à la barre, elle avait eu ces mots terribles. Elle avait expliqué qu'elle n'avait plus de larmes pour pleurer, et depuis bien longtemps. Aux yeux de l'avocat général, il n'y a pas de ligne qui sépare les deux amants, puisque rien n'aurait pu se faire sans l'un ni l'autre. Donc ils sont tous les deux co-responsables des crimes abominables qu'ils ont commis, et le ministère public ne fait preuve d'aucune indulgence pour aucun des deux, et les met dans le même panier. La justice va se montrer sévère, le jugement est sans surprise. Patrick Sarrazin va écoper de la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans, et Daniel d'Oyonnax d'une peine de 30 ans de prison, légèrement inférieure, mais qui malgré tout montre que la justice a voulu être implacable dans cette affaire. De tout le procès, depuis le début, j'ai jamais eu de doute quant au fait qu'ils étaient coupables et qu'ils allaient être condamnés. Très franchement, aujourd'hui, avec le recul,
Quand on me dit récemment qu'ils étaient sortis de prison, je me dis, pour les faits qui ont été commis, la barbarie qui a été commise, finalement, c'est pas si cher payé que ça, quoi. Parce que eux, ils sont sortis, mon frère, il est mort. Daniel Doyonas et Patrick Sarrazin sont sortis de prison. Mais lui purge toujours sa peine dans une ferme de réhabilitation en Picardie. Ils ne se sont jamais remis ensemble. Le 21 mars 2002, la côte nord-est de l'Angleterre est balayée par un vent froid. La mer est sombre, agitée, hostile. Ce n'est pas un endroit où l'on se sent en sécurité longtemps, encore moins en kayak. Pourtant, ce matin-là, John Darwin quitte sa maison comme il l'a fait tant de fois auparavant. Il ne laisse aucun mot particulier, aucun signe d'alerte. Il prend son kayak et se dirige vers la mer du Nord. John Darwin a 52 ans. Ancien enseignant, devenu agent pénitentiaire, il mène une vie discrète, presque invisible. Rien dans son apparence ne laisse penser que ce jour sera différent des autres. Mais John Darwin ne reviendra pas. Quelques heures plus tard, son kayak est retrouvé fracassé contre les rochers. Les secours sont appelés. Des équipes sillonnent la zone. La mer ne rend rien. Pas de corps. Pas de traces claires. Très vite, les autorités concluent à un accident. La mer est connue pour ne pas restituer ses victimes. Le doute existe, mais l'espoir s'amenuise rapidement. À la maison, Anne Darwin, son épouse, apprend la nouvelle. Elle s'effondre. Les voisins la soutiennent. Les médias locaux parlent d'une tragédie banale, presque ordinaire. Un homme est mort. Une famille est brisée. La vie continue. Sauf que John Darwin n'est pas mort. À cet instant précis, pendant que les secours ratissent la côte, John Darwin respire encore. Il observe. Il attend. Et il vient d'accomplir ce que peu de gens osent imaginer, effacer officiellement son existence. Avant de devenir un fantôme administratif, John Darwin est un homme banal, presque transparent. Né en 1950, il grandit sans histoire particulière. Il n'est ni marginal, ni violent, ni instable. Il suit un parcours classique, rassurant. Il devient enseignant. Un métier respectable, mais peu valorisé financièrement. Plus tard, il change de voie et rejoint l'administration pénitentiaire. Là encore, un emploi stable, mais éprouvant, répétitif, usant mentalement. Avec Anne, qu'il épouse, John construit une vie qui ressemble à celle de milliers de couples britanniques. Une maison modeste. 2 enfants. Des projets simples. Une routine bien installée. Mais derrière cette normalité se cache une réalité plus sombre. Les finances du couple sont un désastre lent et silencieux. De mauvais investissements immobiliers, des décisions financières mal calculées, des prêts qui s'accumulent. Chaque mois devient une source d'angoisse. John se sent responsable. And essen quiet. Les dettes grandissent. Le problème n'est pas seulement l'argent. C'est ce qu'il représente pour John Darwin. John n'a jamais su accepter l'échec. Il supporte mal l'idée d'avoir mal géré sa vie, d'avoir pris de mauvaises décisions, d'être, aux yeux du monde, un homme qui a échoué. Plutôt que d'en parler, il se replie sur lui-même. Il rumine. Il calcule. Il cherche une issue qui ne passerait pas par l'humiliation. Peu à peu, une pensée commence à s'imposer. Elle n'arrive pas brutalement. Elle s'installe lentement, comme une évidence dérangeante. Et si je disparaissais? Ce n'est pas une idée de fin. C'est une idée de solution. John commence à observer les histoires de personnes portées disparues. Les procédures administratives. Les délais. Les assurances. Il découvre qu'une personne peut être déclarée morte sans que son corps ne soit retrouvé. La mère devient alors une option logique. Elle efface. Elle brouille. Elle laisse place au doute. John Darwin ne rêve pas de mourir. Il rêve de recommencer. Et dans son esprit, disparaître devient moins effrayant que de continuer à vivre sous le poids de l'échec. Lorsque John Darwin décide de disparaître, il ne laisse rien au hasard.
Contrairement à l'image romantique que l'on se fait parfois d'une fugue, son plan n'a rien d'improvisé. Il est méthodique, réfléchi, presque administratif. John étudie les règles. Il observe comment une personne est légalement déclarée morte. Il comprend qu'en l'absence de corps, le doute joue en sa faveur. La mer s'impose naturellement. Sur cette côte du nord-est de l'Angleterre, elle est froide, imprévisible, dangereuse. Chaque année, elle emporte des vies sans jamais rendre de traces. Un kayak brisé contre les rochers suffit souvent à clore une enquête. Le 21 mars 2002, John agit avec un calme glaçant. Il part seul, comme à son habitude. Il choisit un moment où la mer est agitée, mais crédible. Il ne laisse aucun message, aucun adieu. Il ne veut pas éveiller de soupçons. Au large, il abandonne volontairement son kayak, le laisse dériver, puis rejoint discrètement la côte à pied, hors de vue. Il disparaît dans le paysage pendant que la mer fait le reste du travail. Quand le kayak est retrouvé, la mécanique s'enclenche exactement comme il l'avait prévu. Les secours sont mobilisés. Les recherches commencent. Puis s'arrêtent. La mer ne rend rien. Et très vite, l'histoire devient simple, un accident tragique. Anne Darwin, son épouse, est au centre de l'attention. Elle joue son rôle avec une sobriété qui convainc tout le monde. Elle parle de John comme d'un homme calme, aimant la mer. Personne ne doute d'elle. Ce que personne ne sait, c'est que Anne est complice. Dès les premiers jours, John réapparaît chez lui. Pas en tant que mari, pas en tant que père, mais comme un intrus silencieux dans sa propre maison. Ils organisent tout. Les horaires, les déplacements, les silences. John se cache lorsque les enfants sont présents. Il ne sort que la nuit ou quand la maison est vide. L'assurance finit par tomber. Les formulaires sont remplis. Les paiements arrivent. Officiellement, John Darwin est mort. Mais dans l'ombre, il est plus vivant que jamais. Vivre sans exister est plus difficile que John Darwin ne l'avait imaginé. Il n'a plus de nom, plus de papier, plus de droits. Il devient prisonnier de son propre plan. Pendant près de 5 ans, John vit reclus, enfermé dans une petite pièce aménagée dans la maison. Il écoute la vie continuer autour de lui. Les pas, les voix, les rires parfois. Ses enfants grandissent en croyant leur père disparu. Ils font leur deuil. Ils apprennent à vivre sans lui. John, lui, observe tout, sans jamais intervenir. Il ne peut pas sortir librement. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas exister socialement. Chaque bruit à l'extérieur est une menace potentielle. La peur devient permanente. Et pourtant, il tient. Parce que pour John Darwin, cette vie de fantôme reste préférable à l'humiliation publique d'un échec financier. Il a choisi l'invisibilité plutôt que la honte. Mais avec le temps, l'enfermement pèse. L'argent diminue. Les assurances ne suffisent plus à assurer l'avenir. Anne et John commencent à rêver à nouveau. Pas simplement survivre, mais recommencer vraiment. Ils imaginent une vie ailleurs. Loin du Royaume-Uni. Loin des voisins. Loin des souvenirs. Le Panama devient leur objectif. Un pays lointain, chaud, moins strict administrativement. Là-bas, John pourrait redevenir quelqu'un. Sous un autre nom. Une autre identité. Ils préparent leur départ. De faux documents. De nouveaux comptes. Une nouvelle histoire. John Darwin, officiellement mort, s'apprête à renaître. Mais ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est qu'en cherchant à redevenir visibles, ils vont signer leur propre chute. Pendant plusieurs mois, le plan semble fonctionner. Au Panama, John et Anne Darwin vivent sous de nouvelles identités. Le climat est différent, la vie moins surveillée. John respire à nouveau. Il marche dans la rue. Il parle à des inconnus. Il existe. Pour la première fois depuis des années, il ne se cache plus dans une pièce sombre. Il ne guette plus les pas devant la porte. Il n'est plus un fantôme enfermé. Mais cette liberté repose sur une illusion fragile. John Darwin a sous-estimé une chose essentielle. Le monde moderne ne permet plus de disparaître totalement. Les administrations laissent des traces. Les banques enregistrent des mouvements. Les passeports racontent des histoires. Et surtout, les erreurs humaines finissent toujours par apparaître. L'erreur fatale arrive en 2007.
John Darwin prend une décision incompréhensible. Peut-être est-il fatigué de se cacher. Peut-être pense-t-il être plus malin que le système. Peut-être croit-il que le temps a effacé les soupçons. Il retourne au Royaume-Uni. Et il se présente volontairement dans un commissariat de Londres. Calme. Pose. Il déclare aux policiers qu'il est John Darwin, officiellement décédé depuis 5 ans, et qu'il aurait souffert d'amnésie pendant toute cette période. Dès les premières minutes, l'histoire ne tient pas. Les dates ne correspondent pas. Les souvenirs sont flous. Les explications sont incohérentes. Les enquêteurs creusent. Ils découvrent les transactions financières, les déplacements à l'étranger, les documents panaméens. Puis ils trouvent ce que John et Anne n'auraient jamais dû laisser exister, une photo. Une photo banale. 2 personnes souriantes. Ensemble. John et Anne Darwin, vivant, au Panama. À partir de cet instant, tout s'effondre. Lorsque l'affaire éclate dans les médias, le Royaume-Uni est sous le choc. Les journaux titrent sur l'homme mort qui vivait dans son placard. Les chaînes d'information diffusent l'image en boucle. Le public oscille entre fascination et indignation. Mais derrière le spectacle médiatique, il y a une réalité bien plus douloureuse. Les enfants Darwin découvrent la vérité. Pendant 5 ans, ils ont pleuré leur père. Ils ont grandi avec son absence. Ils ont appris à vivre avec le vide. Et ils apprennent maintenant qu'il était là. À quelques mètres. Cash. Le procès de John et Anne Darwin s'ouvre en 2008. John tente de se justifier. Il parle de pression financière, de peur, de décisions irréfléchies. Il se présente comme un homme dépassé par les événements. Mais le tribunal voit autre chose. Un plan long, une tromperie volontaire, une manipulation froide. John Darwin est condamné à 6 ans de prison pour fraude. Anne Darwin est également condamnée à une peine de prison légèrement inférieure. Ils doivent rembourser une grande partie de l'argent perçu. Mais aucune condamnation ne peut réparer ce qui a été brisé. La confiance, la famille, le lien. John Darwin est redevenu un homme aux yeux de la loi. Mais il a définitivement perdu sa place auprès des siens. John Darwin pensait qu'en disparaissant, il pourrait recommencer. Il croyait qu'effacer son nom, ses papiers, son passé, lui permettrait d'échapper à l'échec. Il voulait mourir symboliquement pour continuer à vivre sans honte. Mais son histoire révèle une vérité dérangeante. On ne disparaît jamais complètement. Les systèmes gardent des traces. Les gens se souviennent. Et surtout, les mensonges finissent toujours par peser plus lourd que la vérité. John Darwin a vécu plusieurs années sans identité, sans existence légale, sans regard extérieur. Mais cette vie n'était pas une renaissance. C'était une fuite. Et parfois, la fuite coûte plus cher que l'échec lui-même. Car en voulant éviter l'humiliation sociale, John Darwin a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, la confiance de ceux qu'il aimait. Il est mort une première fois dans l'esprit de ses enfants. Il est mort une seconde fois quand ils ont compris la vérité. Et cette fois, aucune amnésie ne pourra effacer les conséquences.